Bonjour Luc, grand plaisir de vous retrouver à nouveau avec nous. On se propose de parler un petit peu d'intelligence artificielle avec regard avec la lumière de votre expérience et de vos connaissances. Et puis effectivement, cette petite vidéo, elle se veut aussi pour un peu présenter votre actualité autour du nouveau livre IA générative mais pas créative, après les deux opus qu'on a connus autour de l'intelligence artificielle n'existent pas et on va droit dans le mur. Pourquoi ce troisième opus autour des IA génératives? Parce qu'on parle beaucoup des IA génératives depuis 2-3 ans maintenant, hein, et donc ça a alimenté encore plus le fantasme. Donc je répète encore une fois que les IA, qu'elles soient génératives ou pas, l'IA générique n'existe pas. C'est l'IA fantasmée qui va tous nous tuer ou dont on va être amoureux, ou c'est les IA que j'appelle de Hollywood, elles n'existent pas. Par contre, il y a plein d'IA, il y en a plein. Donc les IA génératives sont des exemples. Des outils intéressants, hein. Donc chacune des IA qui sont performantes, très performantes dans des domaines très particuliers. Là, il y en a plein. Il y en a encore plus depuis 2-3 ans. Et il ne faut surtout pas les ignorer, mais il faut les prendre pour ce qu'elles sont, des outils. Des outils qu'on peut utiliser à bon et à mauvais escient, comme n'importe quel marteau, hein, que je peux utiliser pour planter un clou ou pour planter une vis qui ne sert à rien. C'est effectivement ce que nous aviez dit il y a 3 ans, hein, c'était tester, tester. Et il y a des super trucs qui sont faits, donc il faut vraiment les tester. Par contre, ce que j'ai retenu, et ce qu'on a tous retenu l'année dernière, c'est lors d'un petit peu interview croisée qu'on a faite, hein, en fin de NAM, où vous nous disiez avec plein de philosophie, bon, elles sont intelligentes, mais elles ne sont pas encore créatives. Alors, allez faire un petit cours de yoga et ça ira mieux. Ouais, c'est ça. Bon, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que ces IA, elles génèrent des statistiques à partir de statistiques de modèles. D'accord? Donc, elles vont générer des trucs à partir de données qui existent déjà, évidemment. Par contre, elles vont exacerber notre créativité. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir, en utilisant ces IA, on va pouvoir certainement créer des trucs qu'on n'aurait pas pu créer avant, parce que ces IA vont nous aider à les générer. Et donc, ce qui est fantastique dans les IA génératives et dans ce qui vient de se passer là depuis 2-3 ans, c'est le prompt. C'est le fait qu'avec ce prompt, je peux m'exprimer en langage naturel et je peux demander à n'importe quelle IA de faire n'importe quoi. On s'en prive pas d'ailleurs de faire n'importe quoi, mais c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que ça me permet, même si je ne suis pas capable d'utiliser un outil compliqué, là, juste avec un dialogue que je vais pouvoir avoir avec cette intelligence artificielle, je vais pouvoir lui faire générer des trucs qui vont montrer ma potentielle créativité. On n'a pas à être créatif tous les jours, tout le temps, hein, en permanence, c'est pas non plus ce qu'on demande, mais on peut de temps en temps s'inspirer de trucs qui existent déjà, mais on peut aussi peut-être créer plus en utilisant ces IA qui vont nous aider donc à générer des trucs incroyables. Donc, un bon prompt est possiblement, en tout cas, une source de créativité et peut-être un peu d'innovation Tout à aujourd'hui. fait. Le prompt, c'est la façon dont on va s'exprimer, la façon dont je vais pouvoir dialoguer, dont je vais pouvoir amener l'IA à faire les trucs que j'ai envie qu'elle fasse. C'est ça qui est la vraie créativité. C'est moi. Enfin, on a bien vu, ces IA, elles répondent exactement ce que vous avez envie qu'elles répondent. C'est la façon dont vous posez la question, elles vont juste générer ce que vous allez demander. Donc, elles sont très gentilles, elles sont très sympathiques. Et donc, du coup, elles vont vraiment pouvoir vous aider, vous, à faire des trucs incroyables. Bon. On a vu d'ailleurs en fin d'année dernière, je crois que c'était avec Toys R Us, ou les premières versions de Sora. Alors, je ne sais pas si exactement ça a été dans ce contexte-là, est-ce que c'est vrai, mais ils ont lancé une espèce de film publicitaire, soi-disant, qui a été fait uniquement avec Sora, bon, qui était assez impressionnant. Bon, maintenant, c'est toujours impressionnant, une vidéo, si on met un peu de créativité. Est-ce que vraiment ça a été fait? Est-ce que finalement, depuis ces 6 derniers mois, vous avez pu voir qu'il y a des choses qui étaient intéressantes sur cette partie-là? Il y a des trucs super intéressants, mais je veux dire, Sora ou les autres ne marchent pas si j'ai pas le prompt. Donc, il faut que je prompte correctement, il faut que je demande les personnages, les machins, les trucs, les scénarios que je vais vouloir mettre en place. Bon, on sait aussi que les choses qui sont générées, en général, sont très courtes, hein, surtout quand on parle de vidéo. Donc, il va falloir mettre bout à bout des machins. Et après, bon, la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. Mais bon, évidemment que on a vu pour les images, par exemple,
des images statiques, on arrive à faire des trucs absolument fantastiques maintenant. Ouais. Le progrès qu'on a fait depuis 2-3 ans est bien. On n'a plus les 6 doigts qu'on avait encore quand on demandait de générer une figure humaine. Donc, c'est toujours un peu lisse, hein, dans le sens où c'est quand même, si on ne met pas un peu d'épices dans le prompt, c'est quand même ce qui sort de ces IA est quand même assez lisse parce que, en fait, c'est des statistiques, hein, c'est quelque chose qui vient de quelque chose qui existe déjà. Donc, ça va aplanir un peu cette créativité, en fait. Hein. Ouais. Donc, enfin, vraiment pousser. Notamment là, dans votre livre là, que j'ai pris le temps plus que de parcourir, mais de lire sur ces 15 derniers jours, effectivement, on a eu au départ cette espèce d'engouement un peu fou là, sur l'OpenAI, et on a eu, je sais pas, 100 millions d'utilisateurs en un mois, enfin, des statistiques qu'on n'avait jamais vues. Est-ce qu'on est toujours dans cette espèce de mince appétence folle, folie non contrôlée, ou est-ce que les gens prennent un peu plus de recul et se disent, bon, maintenant on a un peu d'expérience, on va éviter de se jeter dans les bras d'OpenAI comme ça? Ouais, c'est la deuxième réponse, évidemment. Donc, effectivement, en janvier-février 2023, 100 millions d'utilisateurs, hein, c'est la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies, en nombre de gens qui ont joué avec. Mais c'est aussi, ça a suivi bien la courbe de Gartner, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu ce hype en Ouais. janvier-février, et puis après, poum, il y a eu un gros désamour, parce qu'on s'est aperçu de gros problèmes, hein, hallucinations, erreurs, donc c'est ce qu'on a entendu au mois de février, avril 2023. Donc les gens se sont rendus compte que c'était pas vraiment, les pertinences étaient faibles. Et puis après, il y a eu ce rebond, hein, comme il y a dans la courbe de Gartner, il y a eu ce rebond à l'utilisation dans la vie de tous les jours ou dans les entreprises, où on a réussi à spécialiser un peu ces IA, à faire en sorte que l'outil devienne utile et qu'il soit vraiment dans des domaines particuliers où on va pouvoir faire des trucs très intéressants. Donc que ce soit en image, que ce soit en vidéo ou en autre. Donc pour des choses très très particulières, on arrive à faire des trucs très bien. Ouais. Alors, je reprendrai aussi un point, chose qu'on retrouve un petit peu dans tous vos livres aussi, c'est un peu les limites et les enjeux autour des erreurs. Hein. On reprendrait la dernière vidéo que vous avez faite d'ailleurs, notamment l'utilisation de ChatGPT en classe, alias Victor Hugo, mais également tout ce qui est consommation énergétique. Hein. On se rappelle du selfie qui consomme 160 watts, de l'eau qui est consommée. Est-ce que là aussi, je crois que c'est important d'en parler parce que c'est un véritable impact. Ouais, et d'autant plus avec les IA génératives. Les IA génératives sont une évolution, hein, dans la façon dont on fait ces IA depuis 30 ans. Donc, on avait commencé avec le machine learning, le deep learning. Aujourd'hui, c'est les IA génératives. Et à chaque fois, c'est plus de données, plus de données, plus de données. Et donc, on est passé de centaines de milliers de données à des milliards. D'accord? Et donc, effectivement, il faut les traiter, toutes ces données. Donc, la création de modèles prend énormément de temps, énormément de ressources. Donc, ça prend des ressources en électricité, dans les data centers et tout ça. On a une bonne image, on sait bien comment ça marche. Mais la spécificité des IA génératives par rapport aux deux autres avant, là, les IA machine learning et deep learning, c'est qu'elles prennent aussi beaucoup de ressources au moment de l'inférence, quand on les utilise. Ce qui n'était pas le cas des vieilles IA d'il y a 2 ans. Et donc, il faut avoir conscience de ça. Parce que bon, c'est certainement très sympathique de faire des starter packs en longueur de journée, mais ça pète quand même la planète. Donc il faut comprendre que ça prend de l'électricité, ça prend des ressources en sous déjà, hein, parce que il faut payer Monsieur OpenAI, même si il fait du dumping et qu'il perd beaucoup d'argent et qu'il ne faut pas payer la vraie valeur de ce que c'est, de ce qu'il paye vraiment. Mais donc, il y a beaucoup de ressources en sous, mais il y a beaucoup de ressources aussi en électricité, ça on savait, mais on savait moins en eau. Et il faut comprendre que, alors ça dépend de la complexité des requêtes, mais il faut comprendre qu'entre 10 et 30 requêtes ChatGPT, c'est 1,5 litre d'eau qu'on gaspille en fait, pour le refroidissement de ces serveurs qui sont à Pétaouchnok. Ouais, et puis ça fait aussi un petit peu la fortune d'NVIDIA, parce que je vois qu'ils ont passé les 4 trillions là, la semaine dernière. Hein, donc tout ça, c'est en accélération un peu folle, mais bon. Ouais, il tout faut, de toute façon, comme j'ai dit, hein, il faut de plus en plus de ressources aussi computationnelles, hein, je ne sais pas comment on dit en français, des ressources de machines pour traiter toutes ces données. Quand on dit que pour créer un modèle comme le modèle de ChatGPT, il faut plusieurs mois de GPU,
C'est effectivement, et qui tourne en permanence 24 heures sur 24. C'est fou par rapport au modèle dont on parlait dans les années 90 où il fallait 1 ou 2 jours ou une nuit pour créer un modèle, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et je terminerai pour revenir 2 points un petit peu là, dans votre effectivement dernier opus, qui est un petit peu là, vous évoquez un petit peu la disparition progressive des modèles LLM, et puis également cette mise en avant de l'open source, hein, on l'a vu avec DeepSeek, etc. Un petit peu votre regard croisé sur ces 2 points qui sont un petit peu les dernières tendances. Oui, ben, on se rend compte qu'effectivement, avoir ces trucs génériques, généraux, qui ont des problèmes donc, de pertinence, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, autant aller spécialiser ces choses. Et donc, quand on veut spécialiser, on va utiliser moins de data, moins de ressources. Et donc, on va se retourner aussi vers l'open source. Parce que ben, l'open source, quand on va sur un site comme Hugging Face, par exemple, il y a des centaines de modèles qui sont à disposition. Et donc, on peut aller prendre des modèles qu'on peut mettre on-premise, comme on dit, donc on the edge, près de nous, au lieu de les mettre dans le cloud potentiellement, et puis aller faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc rajouter nos propres données et les données dont on a confiance pour pouvoir faire ces modèles, ou alors faire du RAG, qui en fait changer les fenêtres de recherche pour faire des trucs plus aussi spécialisés et plus pertinents dans des domaines particuliers. Donc effectivement, aujourd'hui, on est plus dans cette optique-là. Enfin, pas tous, hein, parce que les OpenAI continuent avec des programmes comme Stargate et tout ça, de faire des trucs de débiles où on va faire péter le monde avec beaucoup de ressources à utiliser. Et donc, 500 milliards de dollars qui sont donnés, entre guillemets, par Trump. Mais bon, je pense que c'est pas là que ça va, mais on voit plutôt donc, des IA plus spécialisées, plus frugales, plus petites. Et bon, il y a un terme maintenant qui apparaît qui s'appelle l'IA agentique, qui va exactement dans cette direction, où on va avoir des IA qui sont des IA beaucoup plus petites. Donc, au lieu d'avoir des LLM, les Large Language Models, on va avoir des SLM. Et les SLM, c'est quoi? C'est les Small Language Models, où on va avoir des trucs qui sont beaucoup plus particuliers, beaucoup plus finaux et beaucoup plus frugaux, qui nous permettent justement de faire des trucs qui vont être orchestrés et donc qui vont être beaucoup plus autonomes. Merci Luc pour ces précisions. Le dernier point, c'est qu'on va vous retrouver sur Ondam cette année, 5e édition. Un petit mot, et toujours le plaisir de vous retrouver. On ne sait pas encore trop comment on va organiser les choses, mais on va essayer d'être assez disruptif. Oui, c'est au mois de novembre, hein, si je ne m'abuse. Donc, on va se retrouver pour Ondam comme d'habitude, je dirais. Oui, ça va être, je pense, une discussion de toute façon intéressante, surtout dans les métiers qui sont autour de vos disciplines, hein, qui sont des métiers créatifs et des métiers où on gère des documents. Donc, il y a définitivement des choses intéressantes à faire. Un très grand merci encore, Luc, d'avoir pris quelques instants pour échanger avec vous. Toujours le plaisir, en vous souhaitant le plus beau des étés, finalement. Je ne sais pas où ça sera, en Europe ou aux US. Dans tous les cas, enjoy the summertime. Merci, vous aussi. Et puis, on se voit au mois de novembre.